Auschwitz est devenu le symbole du génocide des Juifs d'Europe. Mais pour comprendre comment ce génocide a été possible, il faut regarder les lieux. À Auschwitz, la violence nazie ne s'exerce pas seulement sur des individus. Elle s'inscrit dans un espace précis, organisé, transformé, étendu au fil de la guerre. Camps, rampes, baraquements, crématoires, chaque espace a une fonction, chaque espace participe à la mise à mort. Nous allons analyser le camp de mise à mort d'Auschwitz-Birkenau à travers ces espaces pour comprendre comment un territoire devient un instrument de génocide. Sortons nos cartes. Auschwitz est un vaste complexe concentrationnaire installé en Pologne occupée, en Haute-Silésie. Il se compose de 3 camps principaux. Auschwitz I est le camp d'origine, centre administratif et concentrationnaire. Auschwitz II, Birkenau, est le camp de mise à mort. Auschwitz III, Monowitz, est un camp de travail lié aux besoins de l'industrie allemande, notamment l'entreprise IG Farben. Le choix du site n'est pas un hasard. Auschwitz se trouve au cœur d'un nœud ferroviaire majeur, dans une région industrialisable, relativement éloignée des regards occidentaux. L'endroit permet à la fois d'exploiter, de tuer et de faire disparaître. Auschwitz est un espace en constante mutation en raison de l'arrivée continue des prisonniers. Sa surface n'a cessé de s'étendre. Le camp d'Auschwitz I est délimité par une double clôture de barbelés électrifiés ponctuée de miradors disposés à intervalles réguliers. Situé à proximité d'un important nœud ferroviaire de Haute-Silésie, Auschwitz I est relié au réseau européen par une voie permettant l'arrivée des convois de déportés. Les détenus sont enfermés dans des blocs en briques rouges, anciens bâtiments de casernes polonaises, réaffectés par les autorités nazies à partir de 1940. Dans les cuisines du camp, des soupes maigres et du pain noir étaient préparés pour des milliers de détenus chaque jour. Plusieurs bâtiments regroupent les services administratifs, les ateliers et les installations nécessaires à l'organisation et à la gestion du camp. À l'intérieur du périmètre, des espaces distincts sont réservés aux bureaux et aux logements des SS qui dirigent et encadrent le fonctionnement du camp. À l'entrée d'Auschwitz I se trouve un portail devenu tristement célèbre, Arbeit macht frei, le travail rend libre. Ce slogan mensonger accueille les détenus à l'entrée du camp. Le portail marque le passage vers un monde où les repères moraux sont inversés, où le travail ne libère pas, mais épuise et détruit. Ginette Kolinka se souvient. Quand on a vu cette inscription, certaines ont voulu y croire. Très vite, on a compris que c'était un mensonge. Comme l'écrit Primo Levi, nous avions l'impression d'être sortis du monde. Auschwitz est un espace coupé du reste de l'Europe, pensé pour fonctionner à l'écart, dans le secret. À Birkenau, une vaste double clôture de barbelés électrifiés délimite un espace de plus de 170 hectares, divisé en secteurs distincts. Une voie ferrée traverse le porche d'entrée et pénètre au cœur du camp, jusqu'à la rampe où s'effectue la sélection des déportés à leur arrivée. Les hommes sont regroupés dans des baraquements en bois ou en briques, alignés en rangées régulières. Un secteur spécifique est réservé aux femmes, internées dans des conditions de promiscuité extrême au sein de blocs similaires. Le camp des familles tziganes, installé dans un secteur distinct, rassemble hommes, femmes et enfants jusqu'à sa liquidation en 1944. À la périphérie et à l'entrée du camp, les bâtiments des SS regroupent bureaux, postes de garde et logements du personnel chargé de la surveillance. À l'extrémité du camp, 4 complexes associant chambres à gaz et fours crématoires sont construits pour mettre en œuvre l'extermination de masse. À partir de 1941, Birkenau reste en chantier permanent, agrandi par le travail forcé des détenus afin d'accroître sa capacité d'internement et de mise à mort. L'expérience d'Auschwitz commence par l'arrivée. Mais cette arrivée évolue au fil du génocide. En 1942, les convois arrivent à la Judenrampe, située à l'extérieur du camp. Les déportés descendent des wagons, puis marchent longtemps, encadrés par les SS. Ils ne voient pas encore Birkenau. La distance désoriente, fatigue, inquiète. C'est par cette rampe que passe la majorité des Juifs de France. Simone Veil se souvient. Nous marchions, nous ne savions pas où nous allions, et il n'y avait plus de repères. L'espace agit déjà. Il isole, il prépare à la soumission. Avec l'accélération de la déportation, toujours plus massive, l'espace change. Une voie ferrée pénètre directement dans Birkenau. Les wagons s'arrêtent au cœur du camp, la sélection a lieu immédiatement. En quelques secondes, les SS décident, le travail forcé ou la mort. Elie Wiesel écrit « En quelques secondes, on décidait de la vie ou de la mort. »
la rampe devient un lieu central du génocide, un espace de tri humain où l'extermination est accélérée par l'organisation spatiale. Après la sélection, le camp prend le relais. Auschwitz n'est pas seulement un lieu d'enfermement, c'est un espace de transformation. Les déportés sont déshabillés, rasés, désinfectés. Leur nom disparaît. Un numéro est tatoué sur leurs bras. Primo Levi témoigne. On nous enlève nos vêtements, nos cheveux, notre nom, il ne reste rien. Les baraquements sont alignés, standardisés, surpeuplés. Ils ne permettent ni intimité ni repos. L'espace impose la promiscuité, l'épuisement, la perte de soi. Simone Veil raconte. Tout était fait pour qu'on se sente perdu, petit, écrasé. Mais l'espace d'Auschwitz n'est pas uniquement celui des détenus. À proximité immédiate des camps se trouvent les espaces de contraste, les espaces de vie des SS et des officiers. Maisons individuelles, jardins, équipements de loisirs, les bourreaux vivent dans un environnement ordonné, confortable, presque banal. Cette proximité spatiale entre vie quotidienne et extermination révèle la banalisation du crime. Même les infrastructures techniques participent à cette logique. Le bassin à eau de Birkenau, par exemple, n'est pas conçu pour les détenus. Il est exigé par les compagnies d'assurance allemandes afin de protéger les installations industrielles et les crématoires. L'extermination est intégrée à une rationalité administrative et économique. Auschwitz est pensé comme un site industriel de mort. Au bout de cet espace se trouvent les crématoires. Ils sont le cœur du camp de mise à mort. On y assassine. Mais surtout, on y fait disparaître les corps. L'objectif est l'effacement total. Pas de tombes, pas de traces, pas de victimes visibles. Philipp Müller, membre du Sonderkommando, écrit « Nous vivions au milieu des morts. Chaque jour, nous savions que nous serions les prochains. » Pourtant, même dans cet espace extrême, une résistance existe. En octobre 1944, les Sonderkommandos se soulèvent. Le crématoire 4 est partiellement détruit. Marcel Nadjari, déporté grec et membre du Sonderkommando avant de mourir, écrit et enterre un témoignage. « Je veux que quelqu'un sache ce qui s'est passé ici. » Le crématoire devient alors brièvement un espace de révolte et de témoignage. Un lieu où l'espace de mort est retourné contre ses concepteurs. Aux marges de Birkenau se trouve le Birkenwald, le bois de bouleau. Nous sommes loin des baraquements, c'est pourtant ici qu'en 1944 sont prises les seules photographies clandestines de l'extermination, par des membres du Sonderkommando avec l'aide de la résistance polonaise. Les images sont floues, mal cadrées, partielles, mais elles existent. Elles montrent que, même dans un espace totalement contrôlé, le regard peut survivre. Les marges deviennent un lieu fragile de vérité. À partir de 1944, les Alliés disposent de photographies aériennes du site. Elles montrent les camps, les voies ferrées, les crématoires, mais ces images sont analysées avant tout dans une logique militaire. L'objectif est de repérer et bombarder les complexes industriels liés à l'effort de guerre nazi, notamment les usines de Monowitz. Les rampes et les chambres à gaz ne sont pas ciblées. L'espace est visible, mais sa fonction génocidaire n'est pas encore une priorité stratégique. À l'hiver 44-45, alors que l'armée rouge approche, les nazis tentent d'effacer leurs crimes. Les prisonniers encore valides sont évacués lors des marches de la mort. Les crématoires 2, 3 et 5 sont dynamités, les chambres à gaz sont détruites. L'espace de mise à mort est volontairement fragmenté. Mais effacer un crime ne signifie pas faire disparaître l'espace. Les ruines deviennent des preuves. Lorsque l'armée rouge libère Auschwitz, le 27 janvier 1945, elle découvre un camp vidé de ses bourreaux, mais saturé de traces. Baraquements, objets, vêtements, cheveux, valises. Dès 1947, Auschwitz devient un lieu de mémoire avec l'ouverture du musée, un 14 juin, date du premier convoi de prisonniers politiques polonais. Le site fut inscrit sur la liste des monuments du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. C'est un lieu difficile à montrer, mais d'une absolue nécessité pour ne pas oublier. Les chambres à gaz ne sont pas reconstruites, le vide est volontaire, l'absence fait partie du paysage. Elle ouvre un espace de silence voulu, nécessaire, où le souvenir des victimes peut demeurer. Dans ce paysage d'absence, la mémoire trouve la place d'accueillir le choc, la colère, la tristesse, la révolte, afin que l'émoi ne se perde pas, mais devienne réflexion. Auschwitz est aujourd'hui un espace paradoxal, un cimetière sans tombe, un site historique, un lieu pédagogique.
Lire le paysage permet de comprendre le génocide. Auschwitz a été conçu comme un espace pour tuer et faire disparaître. Les nazis ont tenté d'effacer leurs crimes en détruisant les lieux les plus compromettants. Mais l'espace résiste, les ruines, les traces parlent encore. Comprendre Auschwitz à travers ces espaces, c'est comprendre que le génocide est aussi une construction géographique. C'est refuser l'effacement voulu par les bourreaux et faire de la géographie un outil de mémoire et de vigilance.